« 1192. Minamoto no Yoritomo est nommé par l'empereur du Japon Sei-i Taishogun, général en chef chargé de réprimer les révoltes des peuples barbares. Exactement 400 ans plus tard, un certain Toyotomi Hideyoshi aurait fait halte devant la statue de ce premier shogun à Kamakura et lui aurait adressé ces mots : « Mon cher ami, vous et moi avons tenu le Japon dans nos mains. Mais vous êtes né dans un palais et moi dans une cabane en ruine. Maintenant, que pensez-vous de moi, moi qui vais envoyer une armée contre l'Empire Ming ?» Avec la naissance du premier shogunat, le Japon entre dans le Moyen-Âge, l'âge des guerriers. Le premier shogun met la main sur un vaste territoire, allant de l'île de Kyushu au sud jusqu'aux provinces, considérées à moitié barbares, de Tohoku au nord. C'est près de 7 millions d'âmes qui peuplent le pays, dont près de la moitié se concentre entre les alentours de la capitale impériale, Kyoto, et les abords de la capitale shogunale, Kamakura. Le territoire n'est pas agréable à gouverner. Il est parsemé de montagnes qui rendent ardue la communication entre ces différentes extrémités. Mais malgré tout, il est assez homogène. Les différentes îles et villes sont constamment reliées les unes avec les autres par une multitude de navires et quelques grandes routes terrestres. Au Japon de l'Ouest, plus tourné vers la mer et les bateaux, s'oppose un Japon de l'Est, terre de plaines et de chevaux, qui donne naissance à la chevalerie japonaise. Le Japon, certes isolé, n'en est pas pour autant coupé du monde. Les navires, passant d'île en île, peuvent atteindre la Corée et la Chine, avec lesquels on fait du commerce. Pendant longtemps, le pays a été dirigé par un empereur. Le centre de tout le pouvoir était la capitale, Kyoto et sa cour, et les gouverneurs de province n'étaient que des bureaucrates censés organiser la production agricole dans un monde presque entièrement rural. Mais avec le temps, la famille impériale commence à monopoliser toutes les fonctions importantes de la cour, si bien qu'il devient compliqué de s'y enrichir. La noblesse convoite alors de plus en plus les titres de gouverneur de province. Il est beaucoup plus simple de faire fortune aux marges, loin du pouvoir impérial, où, en plus, les gouverneurs lèvent désormais les impôts. La noblesse déçue de la cour renforce son assise provinciale, se lie par alliance avec les locaux et renforce sa domination sur les classes paysannes. Les gouverneurs adoptent un mode de vie de guerrier qui leur assure leur influence sur la province qu'ils dirigent. Ils sont rejoints en ce sens par des notables locaux, soucieux de sauvegarder leur place au sommet de la société, et par des paysans assez aisés qui cherchent à s'élever socialement. Tout ce monde se regroupe en Bushidan, littéralement un groupement de guerriers. La bureaucratie laisse alors la place à une militarisation de la société. L'aristocratie provinciale tient désormais 4 rôles: fonctionnaire, chef d'exploitation agricole, guerrier professionnel et chef militaire. Surtout, elle est désormais capable de s'opposer à la capitale et au pouvoir impérial. Si bien que les empereurs finissent eux aussi par se plier à ce système. Ils se forgent un domaine privé gigantesque et s'attirent le soutien de la petite noblesse et de chefs de Bushidan. N'empêche que leur pouvoir s'amenuise et que les troubles à la capitale se multiplient au fil du temps. C'est ainsi qu'éclate, en 1180, une énième guerre civile, au cours de laquelle Minamoto no Yoritomo, un puissant chef de Bushidan exilé depuis près de 20 ans dans les provinces de l'Est, lève une grande armée avec laquelle il parvient, après 5 ans, à venir à bout de tous ses rivaux. Mais il n'y parvient pas seul. Sa victoire, il la doit à ses vassaux, dont la plupart se sont ralliés à lui pendant la guerre. Ces chefs guerriers, qu'on appelle des daimyo, ont besoin d'une autorité pour arbitrer leurs différends et légitimer leur pouvoir local. Mais ils ne veulent pas dépendre d'une aristocratie issue de la capitale. Ce sentiment, il se retrouve aussi chez les guerriers moins aisés, qui n'ont pas l'influence suffisante pour lever des centaines de cavaliers. Eux non plus ne veulent pas d'un pouvoir tout-puissant. Une autorité est nécessaire pour se faire reconnaître ses domaines, certes, mais qu'elle reste à sa place. Dans ce système nouveau, tous les guerriers sont égaux. Le chef est autant dépendant d'eux qu'ils sont dépendants de lui. Ce compromis entre Yoritomo et ses vassaux donne naissance à un tout nouveau régime politique, le shogunat. L'empereur, dont on ne peut se débarrasser puisqu'il est sacré, accorde bien des prérogatives au nouvel homme fort du Japon. La plus importante est celle de chef des armées. Il est le seul à être autorisé à user des armes dans tout le pays pour mater les guerriers récalcitrants. C'est aussi à lui de nommer les gouverneurs militaires des provinces, et il a sous ses ordres bon nombre des petits administrateurs provinciaux. Il fonde aussi un bureau des samouraïs, un bureau de l'administration, un bureau des finances, un bureau de la justice, etc. Surtout, toutes ces prérogatives lui sont cédées de façon définitive et héréditaire.
Ce shogun ne règne pas depuis la cour de Kyoto, la capitale impériale, mais depuis des provinces de l'Est, où il a fondé sa propre capitale pendant la guerre, Kamakura. À la mort de Yoritomo, en 1199, le Japon tombe à nouveau dans les troubles politiques. Les descendants du shogun doivent montrer que le système peut survivre à la mort de son fondateur. Ils affrontent politiquement l'empereur pendant 20 ans, avant qu'il ne l'écrase militairement en 1221. Ces 2 décennies de crise ont un résultat majeur, la montée en puissance de la famille Hojo. C'est cette famille qui a été chargée de s'occuper de Yoritomo pendant son exil. C'est aussi elle qui a été la première à le suivre lorsqu'il a pris les armes. Et sa femme, Masako, vient de cette famille. À la mort du shogun, c'est elle qui reprend les rênes du pouvoir. Elle place les membres de sa famille au poste clé du shogunat et renforce son assise territoriale en expropriant les terres de ceux qui lui sont hostiles. Désormais, les Hojo prennent le titre de Shiken, régent du shogun. C'est lui qui exerce le pouvoir réel à Kamakura. Après la victoire de 1221, la cour de Kyoto et le shogun ne s'affrontent plus. Les 2 entités acceptent la cohabitation. De toute façon, elles n'ont pas d'autre choix. Cette cohabitation s'illustre par la fondation de l'office des Tendai à Kyoto. Presque toujours dirigé par le fils aîné ou le frère cadet du Shiken, il sert à contrôler les troupes de la capitale, les vassaux des provinces alentours, et, aussi, à surveiller la noblesse de la cour impériale. Tous ces événements mènent à un brassage de population. Les nobles de la cour qui ont été expropriés suite à la guerre sont remplacés à la tête de leur domaine par des guerriers de l'Est, qui s'y installent avec leurs hommes et leurs domestiques, à la demande du shogunat. Les hommes de l'Est amènent avec eux des techniques d'agriculture mal maîtrisées à l'Ouest, ce qui permet une augmentation de la production agricole. Tout ça ne se passe pas toujours simplement. Les nouveaux venus abusent souvent de leur pouvoir, et il y a des conflits judiciaires entre eux, la noblesse locale et la paysannerie. Les Shiken ne tiennent pas leur pouvoir d'une tradition sacrée comme les empereurs, ni d'une histoire héroïque comme Yoritomo. Leur pouvoir doit alors se baser sur autre chose, et ils en trouvent la légitimité dans les principes confucéens. Bien gouverner, tout simplement. Ce qui induit avant tout de gouverner justement. Le pouvoir despotique du shogun laisse donc place, en temps de paix au moins, à un gouvernement de compromis où c'est un conseil d'État qui prend les décisions. La justice est aussi réformée pour juger honnêtement tout le monde. Les vassaux de l'Est ne sont pas avantagés et ils peuvent perdre des procès contre des nobles de la cour ou des paysans s'il s'avère qu'ils ont effectivement commis des actes illégaux. Malgré tout, le Japon n'a pas connu que la paix pendant cette période. Au-delà de certaines révoltes qui sont matées dans le sang par les Hojo, il voit surtout débarquer sur ses côtes une armée mongole en 1274. Après avoir conquis la Chine du Nord et la Corée, le Japon devait y passer aussi. Les combats cette année ne durent qu'une journée. Les Mongols sont forcés de reprendre la mer après qu'une tempête soit levée. Ils retentent leur chance en 1281, avec une flotte bien plus importante, réunissant plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Mais les Japonais ont appris de la première invasion. Ils ont fortifié leurs côtes et empêchent à la cavalerie mongole de sortir des plages. Les envahisseurs sont à peine poussés au repli, qui subissent en plus un typhon. La flotte est anéantie et les 30 000 rescapés sont massacrés. Cette invasion est une aubaine pour le shogunat. Elle permet au Shiken d'étendre son autorité à l'ouest du pays. L'île de Kyushu reçoit une administration shogunale spéciale similaire à celle présente à la capitale impériale. Le shogunat de Kamakura a désormais la main mise sur tout le pays. Son influence et son prestige n'ont jamais été aussi élevés. Mais pour combien de temps ? Le shogunat est à son zénith. Et c'est bien ça qui pose problème. À partir de 1284, les chefs successifs de la famille Hojo, qui occupent le rôle de Shiken, renforcent leur pouvoir aux dépens des institutions shogunales. Ils gouvernent de façon de plus en plus despotique et bravent le conseil d'État. La famille Hojo accroît aussi sa mainmise sur les provinces. Elle accapare les fonctions de gouverneur à Kyushu, tandis que ses vassaux directs s'emparent des postes clés du régime, au nez et à la barbe des vassaux du shogun. Par un coup d'État, en 1285, les Hojo saillènent aussi une bonne partie des seigneurs du nord de la région de Kanto, dont de puissantes familles comme les Ashikaga. Et en général, l'aristocratie guerrière qui a affronté les Mongols s'agite, puisqu'elle n'est pas récompensée pour ses services, contrairement aux guerres précédentes où elle avait pu s'emparer des domaines des vaincus, ce qui est impossible ici puisqu'on repousse seulement un envahisseur étranger. Cette aristocratie est en perte de vitesse, tandis que ses domaines rétrécissent, partagés entre des héritiers trop nombreux qui s'appauvrissent à chaque nouvelle génération. Le banditisme explose aussi. À l'ouest, des bandes armées volent les récoltes des paysans,
incendient les maisons, pillent les marchés, et chassent ou pêchent là où ils n'en ont pas le droit. Ces bandes sont parfois dirigées par des seigneurs guerriers locaux ou des fonctionnaires qui protestent contre le partage des terres. Il arrive qu'elles provoquent de véritables révoltes dans certaines provinces. Leur art de la guérilla leur permet bien souvent de s'imposer sur les troupes shogunales envoyées pour leur tenir tête. Face au mécontentement, les Hojo renforcent leur autoritarisme et leur vassaux directs, se créant toujours plus d'ennemis. La situation est tendue. C'est l'arrivée d'un nouvel empereur au pouvoir à la cour de Kyoto qui provoque l'explosion. Go-Daigo est un homme fort charismatique, qui n'a pas peur d'aller à l'encontre des codes. Traditionnellement, l'empereur du Japon doit régner sans exercer de véritable pouvoir à la cour. Mais Go-Daigo ne respecte pas celle-ci et gouverne à Kyoto tout en étant empereur. Pire, il décide de désigner lui-même son successeur, sans consulter le shogun, ce qui envenime la situation. En 1331, les Hojo découvrent un complot impérial visant à la destruction du régime. Ils font alors arrêter et exécuter les proches de l'empereur, qui est forcé de fuir dans une forteresse sur le mont Kazaki, où il est rejoint par des petits guerriers locaux et des bandes de bandits qui résistent aux troupes shogunales. Partout à l'ouest du pays, des seigneurs et guerriers locaux s'agitent, se fortifient et s'opposent aux administrateurs du shogun. Go-Daigo se forge des alliances partout, et les provinces sont sur le point de se révolter. Les Hojo lèvent alors une armée qui met entre les mains de l'un des plus puissants seigneurs de l'Est, Ashikaga Takoji. Après des tractations avec l'empereur rebelle, il trahit les Hojo et marche sur Kyoto pour s'y emparer de l'administration shogunale. En parallèle, à l'est, un deuxième grand seigneur, Nita Yoshisada, lève une armée et marche sur la capitale shogunale, Kamakura. Il engrange les victoires militaires et est rejoint sur sa route par tout un tas de guerriers, jusqu'à s'emparer de la ville en 1333. Les Hojo et leurs soutiens se suicident. L'empereur reprend le contrôle de son pays. Le soulèvement est généralisé, mais tout le monde ne se bat pas pour les mêmes raisons. D'un côté, l'empereur et les nobles de la cour de Kyoto se battent pour détruire le shogunat, restaurer le système impérial qui existait auparavant. De l'autre côté, les grands seigneurs de l'Est veulent supprimer les Hojo, mais au grand jamais se débarrasser des institutions shogunales. Ça, plus l'incompétence et l'autoritarisme de Go-Daigo, fait que le régime impérial restauré ne tient pas bien longtemps. Seulement 3 ans plus tard, en 1336, il est chassé de Kyoto par Ashikaga Takoji, une nouvelle fois entré en rébellion. L'empereur s'enfuit, mais incapable de remporter une victoire militaire face aux rebelles. Il finit par s'installer dans les régions montagneuses du sud du Kinai, où il fonde une nouvelle cour. Le pays est divisé en deux. Un empereur à Kyoto, la cour du nord, et un à Yoshino, la cour du sud. Quoi qu'il en soit, Ashikaga Takoji rétablit le shogunat à Kyoto, mais supprime le titre de Shiken. Cette fois, c'est bien le shogun qui gouverne. Le Japon se retrouve alors dans une situation de guerre civile permanente, où les cours du nord et du sud s'affrontent périodiquement, sans qu'aucune ne parvienne jamais à s'imposer sur l'autre. Les provinces sont partagées entre partisans des deux camps, et les guerriers passent de l'un à l'autre selon leurs intérêts du moment. Tout ça favorise le système féodal et l'aristocratie guerrière qui profite des affrontements permanents pour accaparer des terres et des domaines, tandis que les petits guerriers locaux n'hésitent pas à entrer en conflit les uns avec les autres pour récupérer leur part du gâteau. Les paysans, victimes de tout ça, s'organisent, résistent et demandent des réparations aux seigneurs qui leur causent du tort. En général, ceux-ci doivent céder face aux organisations et aux grèves paysannes. La menace de voir ceux-ci quitter le domaine est trop dissuasive. La piraterie explose aussi. Les gens de la mer lèvent des taxes de passage sur les navires marchands et mènent des raids importants jusqu'en Corée et en Chine, un peu comme les Vikings en Europe. Ils sont même à l'origine de la chute d'une dynastie coréenne en 1392. Il faut leur offrir des terres, des fonctions officielles et des autorisations de commerce pour que ces raids dévastateurs prennent fin. Surtout, la situation profite aux gouverneurs envoyés par le shogun pour contrôler les différentes provinces. Ceux-ci gagnent le droit de lever un impôt pour la guerre, qui, par extension, leur permet d'entretenir leur propre armée, police et fiscalité, en plus d'accaparer des domaines privés et des vassaux sur place. Ainsi, ces gouverneurs deviennent peu à peu de très grands seigneurs héréditaires, des daimyo. Le shogunat des Ashikaga ressemble globalement à celui de Kamakura. Il en reprend les institutions et le fonctionnement. Seulement, il doit faire face à certains défis qui lui donnent, de fait, un certain attrait pour l'instabilité. Déjà, comme celui-ci gouverne depuis Kyoto et non plus depuis Kamakura, il manque d'assises à l'est, la région d'origine du pouvoir shogunal, où l'aristocratie guerrière est née et qui est très riche et peuplée.
Alors, on y met en place un vice-shogunat, qui revient au fils cadet d'Ashikaga Takoji, tandis que c'est son fils aîné qui lui succède comme shogun. La dynastie est donc divisée dès le départ en deux branches rivales, une aînée à Kyoto et une cadette à Kamakura, qui bénéficient d'une autonomie importante qui ne fera que s'élargir au fil du temps. De l'autre côté, les shoguns doivent veiller à ne pas donner trop de responsabilités à une seule famille à Kyoto, pour ne pas se faire usurper leur pouvoir, comme c'est arrivé aux anciens shoguns avec les Hojo. À Kyoto, on joue donc toujours un jeu d'équilibriste. Il faut éviter une révolte des vice-shoguns de l'Est, en influençant leurs vassaux, tempérer l'ambition des familles de la capitale, en évitant de laisser trop de pouvoir entre les mains d'une seule d'entre elles, et tout ça en réussissant à garder une influence et une autorité importante sur l'ensemble du pays. Ashikaga Yoshimitsu, qui arrive au pouvoir en 1378, s'illustre parfaitement dans cet exercice. Il s'attire l'affection de la noblesse de la cour impériale, à laquelle il se mélange. Il épouse même une fille de la plus puissante famille noble de Kyoto. Mais de l'autre côté, il fait tout son possible pour affaiblir cette aristocratie civile. En parallèle, l'aristocratie guerrière des provinces est matée. Il entreprend un grand voyage qui lui permet de visiter ses gouverneurs au travers du pays et écrase par des campagnes militaires ceux qui lui semblent trop puissants. Aussi, il parvient à mettre fin à la division du pays, en obtenant l'abdication de l'empereur de la cour du Sud. Le Japon n'a enfin qu'un seul empereur, au nord, à Kyoto. Il se passionne également pour la Chine, et surtout pour le fructueux commerce qu'il est possible de faire avec celle-ci. En 1397, il y fait envoyer une ambassade, puis entretient une correspondance avec l'empereur Ming. Ce dernier l'appelle d'ailleurs roi du Japon, ce qui plaît bien à Yoshimitsu. Dans les faits, ce titre de roi le positionne comme vassal tributaire de l'empereur de Chine, mais en réalité, il lui permet surtout d'obtenir des privilèges commerciaux qui l'enrichissent énormément. Le commerce, ou plutôt les taxes qui en découlent, devient la première source de revenus des shoguns, devant ses terres et les redevances qui lui sont dues par ses gouverneurs. De plus, ce titre de roi le place comme souverain à Kyoto, aux dépens de l'empereur. C'est la première fois qu'un shogun essaye la monarchie, en l'occurrence, presque absolue. Ses héritiers ne suivent pas la même voie. Ils se contentent très bien du rôle traditionnel de shogun et abandonnent ses ambitions monarchiques. Ashikaga Yoshinori, qui accède au pouvoir en 1429, mène une politique plus autoritaire encore. Il prend lui-même toutes les décisions importantes pour l'État et se forge une garde personnelle de plus de 2000 cavaliers pour moins dépendre de ses daimyo. Il installe une ambiance de terreur à la tête du pays, confisque, exile et condamne les grands seigneurs qui lui semblent trop puissants, et écrase même une révolte du vice-shogun en 1438. Cette attitude, à la limite de la dictature, lui attire évidemment l'hostilité des élites, si bien qu'il est sauvagement assassiné en 1441. Avec lui meurt l'autorité des shoguns. Ce sont désormais les grands seigneurs qui gouvernent le pays. Le Japon n'est visiblement pas encore prêt à connaître la monarchie absolue. Cette nouvelle situation mène à une guerre civile entre les deux plus puissantes familles aristocratiques du Japon, les Yamana et les Hosokawa. Celle-ci dure 10 ans, entre 1467 et 1477, et s'illustre surtout, dans un premier temps, par des combats de rue. On se bat pour Kyoto, mais le conflit s'élargit évidemment aux provinces quelques années plus tard. Aucun vainqueur ne sort de ce conflit stérile. Les deux familles rivales doivent s'entendre sur un statu quo. Quoi qu'il en soit, c'est désormais sûr, le Japon entre dans une nouvelle ère. Celle de la guerre perpétuelle pour le pouvoir entre de grands seigneurs indépendants, l'ère des daimyo, l'époque Sengoku. Cette nouvelle ère s'illustre d'abord par un renversement des pouvoirs. Les faibles s'imposent face aux puissants. On le voit en haut de l'échelle, avec le shogun qui s'efface au profit des seigneurs, mais aussi en bas de la société, avec les seigneurs qui s'effacent face aux communautés villageoises. Le phénomène n'est pas nouveau. Ça fait un siècle que les paysans ont pris l'habitude de se révolter fréquemment pour obtenir des avantages fiscaux ou l'annulation de dettes. Mais jusqu'ici, ces révoltes ne remettaient pas en question l'ordre politique traditionnel. Or, désormais, les communautés rurales, excédées par les guerres incessantes, s'organisent localement en communes qui peuvent parfois s'étendre à des régions entières. Elles assurent elles-mêmes l'administration locale, la police, la justice et la perception des impôts. Elles organisent aussi elles-mêmes leur défense et peuvent mener une véritable politique étrangère vis-à-vis des autres communes pour avancer leurs intérêts. Cette évolution, qui suit aussi la hausse de la productivité agricole et l'enrichissement des classes paysannes, donne naissance à une nouvelle population, les samouraïs. Ceux-ci,
issus à la base de la classe paysanne supérieure, se revendiquent le statut de guerrier et servent d'intermédiaires entre les paysans aisés et les seigneurs locaux, avec lesquels ils ont des liens privilégiés, souvent vassaliques. Ils continuent de vivre dans les villages, mais ne cultivent pas leurs terres, qu'ils préfèrent louer à d'autres, et se distinguent par le port du sabre et la possession d'un cheval. En ville aussi, on se regroupe pour contrer les malheurs de la guerre. Les habitants de Kyoto, par exemple, organisent eux-mêmes leur défense. Les quartiers se fortifient et les citadins s'arment pour pouvoir repousser les potentiels envahisseurs. Ici aussi, le phénomène accompagne l'enrichissement des populations locales, et surtout l'apparition d'une richissime bourgeoisie marchande. Tout ça se déroule au centre du Japon, dans ses régions les plus riches, là où le commerce est le mieux développé. Le shogunat, quant à lui, dirigé par plusieurs grandes familles rivales, n'exerce plus que son autorité sur Kyoto et les régions alentours, où il doit composer autant avec les communes paysannes qu'avec des sectes religieuses influentes. À partir de 1493, suite à un coup d'état, les shoguns cessent d'ailleurs définitivement de jouer un rôle politique. Le pouvoir est désormais entre les mains du Kanrei, sorte de premier ministre. À l'extérieur du Kinai, dans le Kanto et les marges du Japon, plusieurs daimyo se démarquent en se forgeant de puissants domaines par la guerre, de façon parfaitement illégale. Certains d'entre eux partent de rien ou presque. Ils n'ont aucune légitimité, sinon leur talent politique et militaire, et s'appuient sur le soutien des classes paysannes et des petits guerriers pour s'imposer localement. Ainsi, un presque inconnu, Soun, parvient en une vingtaine d'années à se tailler un fief important en s'emparant par les armes des provinces d'Izu et de Sakami. Il adopte par la suite le nom de Hojo pour sa famille, puisqu'Izu était la terre d'origine des Hojo qui avaient dominé le premier shogunat. Ses héritiers agrandissent encore ce large domaine. En partant de bien peu, les Hojo deviennent la plus puissante famille de l'est du Japon. A contrario, des grandes familles, qui occupaient auparavant le rôle de gouverneur provincial pour le shogunat, prennent leur indépendance et étendent, elles aussi, leur domaine par la guerre, à l'image des Imagawa. Ces seigneurs de guerre règnent comme de véritables monarques en leur province, et fondent leur légitimité uniquement sur leurs propres exploits et compétences de chef. Ils ne répondent plus aux ordres du shogunat, mais, pour la plupart, rêvent de pouvoir s'emparer de Kyoto, et avec elle, du pouvoir sur tout le Japon. Ces daimyo, qui gouvernent finalement sur des territoires assez restreints, contrôlent directement leurs vassaux, ce qui leur donne une force de frappe importante. Ils mènent des politiques de grands travaux, signent des traités commerciaux, et évaluent clairement par un recensement les revenus qu'ils peuvent tirer de chaque domaine, ce qui assainit leurs finances. C'est dans ce contexte que les Portugais mettent un pied au Japon, avec l'ambition d'y faire du commerce. Là, ils peuvent acquérir de l'argent en quantité, et servir d'intermédiaire pour le fructueux commerce entre la Chine et le Japon, tandis que les daimyo découvrent les armes à feu qu'ils adoptent immédiatement. Les artisans japonais apprennent vite comment reproduire ces armes, mais pas assez rapidement pour répondre à la demande des seigneurs de guerre. Le commerce avec les Portugais reste donc nécessaire pendant longtemps pour approvisionner les armées en arquebuses et en artillerie. Les nouveaux arrivés en profitent aussi pour prêcher leur foi, le catholicisme, mais je prévois une vidéo sur le sujet dans 2 mois, donc on va pas s'y attarder ici. Toutes ces évolutions préparent le Japon à une nouvelle grande entreprise d'unification, à partir de 1560. 3 grands seigneurs de guerre s'apprêtent à mener celle-ci à bien, et pour de bon cette fois. En 1551, Oda Nobunaga hérite d'un petit domaine par son père. Excentrique, avec de mauvaises manières pour son rang, il s'attire rapidement des ennemis, avec, au premier plan, son frère, qui cherche à lui extorquer son héritage. Pendant la décennie qui suit, le jeune daimyo se bat contre ceux-ci, et ce n'est qu'en 1559 qu'il met pour de bon la main sur l'entièreté de la petite province d'Owari. Mais c'est l'année suivante que son histoire prend une toute autre tournure. À ce moment, l'un des puissants daimyo voisins se décide à marcher sur Kyoto avec une armée de plusieurs dizaines de milliers de guerriers. Mais, au passage, il s'empare d'une des forteresses d'Oda Nobunaga. Celui-ci doit alors lever son host et défendre ses frontières. Son armée est faible, à peine plus de 2000 guerriers. La victoire semble inespérée. Pourtant, profitant d'un violent orage et de la désorganisation des troupes ennemies, Nobunaga parvient à frapper l'arrière-garde de ceux-ci et à faire tuer leur daimyo, ce qui provoque la fuite de ses vassaux et la débandade de son armée. Cette victoire éclatante offre un prestige énorme au jeune seigneur de guerre. 6 ans plus tard, il débute sa conquête du pouvoir en s'emparant des territoires de la famille Saito, au nord. Il se démarque alors par son excellente utilisation des armes à feu. Ces domaines sont désormais très proches de la capitale. C'est pourquoi, en 1568, il marche sur celle-ci à la demande d'un prétendant au shogunat. Avec son contrôle de Kyoto, le daimyo s'empare des domaines qui obéissaient encore aux institutions shogunales.
Et en 1573, il se débarrasse pour de bon du dernier shogun Ashikaga, non sans devoir affronter pour ça certains des plus puissants daimyo du pays. L'expansion du seigneur de guerre est alors devenue inarrêtable. Il est, une dizaine d'années plus tard, maître de tout le Japon central, là où se concentrent le pouvoir et les richesses. Au-delà des autres puissants seigneurs de guerre, il a aussi dû affronter, non sans mal, les communes paysannes et les sectes qui contrôlaient les provinces autour de Kyoto. Mater celle-ci lui prend une décennie entière et demande de nombreux massacres. Seule la trahison permet au Japon de se défaire de son dictateur. En 1582, lors d'une campagne militaire, Nobunaga, sans défense, est attaqué dans un temple de Kyoto par l'un de ses vassaux. Ce n'est pas la famille Oda qui récupère le pouvoir après sa mort, mais l'un de ses principaux généraux, Toyotomi Hideyoshi. Né paysan dans la province d'Owari, il a monté les échelons en impressionnant Nobunaga par ses exploits militaires. C'est lui qui chasse et fait exécuter le vassal rebelle. Puis, pendant les années qui suivent, il écrase tous ses rivaux pour le pouvoir, dont un certain Tokugawa Ieyasu, avec lequel il passe un marché, et accumule les titres et les fonctions à la cour de Kyoto, jusqu'à être nommé Kampaku, régent, en 1585. Il prend finalement le contrôle de tout le Japon, et les daimyo restants deviennent ses vassaux. Mais son régime n'est pas parfait, et Hideyoshi s'inquiète toujours de maintenir la paix intérieure. Ça explique notamment sa tentative d'invasion de la Corée en 1592. Il faut catalyser les ambitions des vassaux, leur permettre de gagner de nouvelles terres ailleurs. Les tactiques japonaises et les armes à feu font des merveilles là-bas. Les près de 200 000 troupes d'Hideyoshi dominent clairement les guerriers coréens. Mais sur mer, la situation est différente, et les navires ennemis menacent les lignes de ravitaillement japonaises. La retraite est alors sonnée, et on ne sauvegarde que quelques territoires autour de Busan, au sud de la péninsule. La défaite est amère pour Kyoto. Après l'échec des négociations avec la Chine, Hideyoshi relance l'invasion de la Corée en 1597. Encore une fois, les Japonais parviennent à s'imposer sur terre, bien qu'ils aient plus de difficultés face à une armée sino-coréenne renforcée, mais ils sont toujours dominés sur mer. Finalement, ce n'est que la mort d'Hideyoshi en 1598 qui sonne la retraite des troupes japonaises. Celui-ci ne laisse derrière lui qu'un enfant de 5 ans, né d'une concubine, et assez peu légitime à cause des origines paysannes de son père. Bientôt, une guerre civile éclate entre les partisans de l'enfant et ceux de Tokugawa Ieyasu, le plus puissant vassal d'Hideyoshi. Elle ne dure pas bien longtemps. La bataille de Sekigahara y met un terme dès 1600. 3 ans plus tard, Ieyasu est nommé shogun par l'empereur. Il entreprend dès lors la réorganisation des domaines au profit des alliés et du shogunat, et dès 1611 se fait reconnaître comme suzerain par l'ensemble des daimyo du pays. Ceux-ci ne peuvent plus posséder qu'un seul château dans leur domaine, tous les autres doivent être détruits, ce qui peut rappeler la politique des rois de France à la même époque, notamment Louis XIII. Le pays s'urbanise, mène de grands travaux et connaît une augmentation significative de la production agricole, tandis que le commerce est florissant avec la Chine grâce aux intermédiaires européens. Le shogunat Tokugawa est né, et c'est le dernier que connaîtra le Japon. « 15 août 1549. Un certain François Xavier débarque à Kagoshima. Là, il fonde la toute première mission catholique de l'histoire japonaise. Le pays est alors dans une situation trouble, en pleine époque Sengoku, alors que les grands seigneurs, les daimyo, ne répondent plus aux ordres du shogunat et se font la guerre les uns avec les autres pour le pouvoir. Dans ce contexte, l'arrivée des Portugais a un intérêt certain. Avant le catholicisme, ils amènent surtout avec eux les armes à feu. Et puis, on ne voit pas d'inconvénient à accueillir les missionnaires. Le Japon est de toute façon déjà partagé entre une multitude de croyances, de religions et de sectes, certaines très influentes politiquement, tandis que des monastères bouddhistes contrôlent parfois des domaines entiers. François Xavier, lui, espérait sûrement trouver des chrétiens sur l'archipel. D'après la légende, saint Thomas des Indes devrait avoir évangélisé la région. Et puis, il sait qu'il y a déjà des fidèles en Chine, où des missionnaires s'étaient rendus dès le 7e siècle, et où le pape avait envoyé des missions pour convertir les Mongols. Mais, au pays du soleil levant, rien. Les missionnaires jésuites doivent partir de zéro. Mais ça ne leur fait bien sûr pas peur. En fait, ça fait un demi-siècle que c'est comme ça. Depuis le traité de Tordesillas, de 1494, Espagnols et Portugais font une course à l'Asie. Ils se sont installés en Inde dès 1510, en Malaisie dès 1511, et en Chine dès 1557. Partout, les Portugais et les Espagnols font appel à la compagnie de Jésus, aux jésuites, pour évangéliser les populations. Et partout, ceux-ci partent de rien. C'est la stratégie du sabre et du goupillon. On acquiert par la force ou l'argent des terres, on fonde un comptoir commercial et on fait venir des missionnaires. Ainsi,
Les pouvoirs européens implantent des colonies durables et rentables sur les territoires qu'ils découvrent. C'est pareil au Japon. Les jésuites viennent y convertir les âmes pour la chrétienté, mais ils viennent aussi participer à la colonisation de l'archipel au profit de Lisbonne. これ地図の国。みんなイスパニアの軍隊が取りました。それに比べて、あなた方の日本の国は、地図の隅っこにある小さい島国、ここが日本です。おとなしい処置を取らなければ、イスパニアは大軍を送って、日本を征服してしまいますぞ。その時、泣き言を言ってももう手遅れですよ。Quoi qu'il en soit, pour l'heure, on en est encore loin. François Xavier réalise tout juste les premières conversions sur place. Il nous livre sa vision du peuple japonais, qu'il trouve exceptionnel, qui possède un fort sens de honneur, mais qui est aussi cultivé. Il rapporte que les Japonais savent pour la plupart lire et écrire, qu'ils aiment la raison et la logique, et qu'ils sont curieux des choses de Dieu. Mais d'un autre côté, ils auraient aussi tendance à se moquer du catholicisme, à s'apostasier rapidement, à remettre en doute le dogme, et à croire les occidentaux, les barbares du sud comme ils les appellent, à leur entière disposition, de jour comme de nuit. Ainsi, François Xavier recommande d'envoyer au Japon des missionnaires robustes, habitués à des conditions rudes, parce qu'il prédit déjà qu'ils risquent de graves persécutions. Le jésuite n'en réalise pas moins les toutes premières conversions au catholicisme. Pour ça, il apprend le japonais et prédique dans cette langue. Il reproduit les miracles du Christ et lie des contacts avec des moines bouddhistes et des daimyo. Sa stratégie est simple. Il cherche à convertir les puissants, partant du principe que la religion du prince devient celle de son peuple. Il essaye même, en ce sens, de rencontrer le shogun et l'empereur, mais n'y parvient pas. Certains daimyo se font toutefois rapidement amis des missionnaires catholiques, plus souvent pour qu'ils servent d'intermédiaires avec les marchands portugais et espagnols que par conviction religieuse. D'autres voient aussi un intérêt dans cette nouvelle foi pour lutter contre les grands temples et sectes bouddhistes du pays, trop influentes à leurs yeux. La religion est, dans tous les cas, très liée au commerce. Si la conversion d'un daimyo ne permet pas d'attirer les navires portugais, il finit généralement par s'apostasier assez rapidement. Les armes à feu font alors peut-être plus pour l'église que n'importe quel clerc. La stratégie des jésuites fonctionne malgré tout très bien dans certains territoires, surtout sur l'île de Kyushu. Là, les conversions de seigneurs locaux se font plus nombreuses, et celles-ci entraînent par la suite la conversion de leurs propres sujets. Et, c'est important de le noter, plus souvent par sincérité religieuse que par la force. Le contexte joue évidemment en faveur des missionnaires. Ils prédiquent auprès d'une population qui a en grande partie sombré dans la misère à cause des trop nombreuses guerres, et qui cherche des solutions à ces malheurs. Pour beaucoup, le catholicisme apparaît comme une secte bouddhiste comme une autre. La conversion se fait alors assez naturellement. Le village de Nagasaki devient bientôt la capitale du catholicisme japonais. Le daimyo local, Omura Sumitada, qui est le tout premier à s'être converti, exonère les missionnaires d'impôts. Mais les subsides des daimyo convertis ne permettent pas seuls de subvenir aux besoins financiers des jésuites sur place. Ils dépendent aussi beaucoup des revenus qui leur sont versés par la couronne du Portugal et des dons de riches marchands. Mais même avec tout ça, c'est parfois insuffisant. Alors les religieux participent directement au commerce entre Nagasaki et Macao. C'est avec l'arrivée d'un nouveau missionnaire en 1579, le visiteur général de la Compagnie de Jésus Alessandro Valignano, que le catholicisme japonais entre dans son âge d'or. Celui-ci restructure la mission catholique présente sur place. Il développe notamment la théorie que le christianisme doit s'adapter à la culture et à la philosophie locale. Il pousse les catéchistes sur place à abandonner les habits européens et à apprendre le japonais. Il se sert abondamment de l'imprimerie pour diffuser sa foi et réorganise la hiérarchie de l'église locale sur le modèle bouddhiste zen, c'est-à-dire de façon beaucoup plus horizontale, moins autoritaire. Il fonde aussi des séminaires pour créer un clergé directement constitué de natifs, généralement issus de la classe des samouraïs. Les premiers jésuites japonais seront ordonnés 20 ans plus tard. D'ailleurs, en 1580, le daimyo Omura Sumitada cède Nagasaki et les territoires alentours à la compagnie. De simple village, celui-ci devient rapidement l'un des ports les plus importants du Japon, tandis que sa population se christianise presque entièrement. Cette année, Alessandro Valignano estime le nombre de Japonais convertis à 100 000 âmes. Ce chiffre ne va faire qu'augmenter pendant les prochaines décennies. Mais le grand événement de la décennie 1580, ce n'est pas l'arrivée d'un nouveau missionnaire, c'est la mort d'un dictateur. En 1582, Oda Nobunaga est trahi par l'un de ses généraux, alors qu'il était sur le point d'unifier le Japon. C'est alors Toyotomi Hideyoshi qui le venge et qui prend sa suite. Celui-ci n'est pas particulièrement hostile envers les chrétiens. En fait, il s'inquiète surtout de l'influence des temples bouddhistes. Mais sa position change rapidement.
Le 25 juillet 1587, il ordonne par décret l'expulsion des missionnaires jésuites de l'archipel sous 20 jours. Et il a ses raisons. Déjà, il soupçonne les Portugais d'alimenter un trafic d'esclaves, et s'inquiète que cette fois soit un cheval de Troie des puissances occidentales dans son pays. Ce qui n'est pas faux. Aussi, pendant sa conquête de l'île de Kyushu, des militaires catholiques ont profané des tombes. Or, pour les shintoïstes et les bouddhistes, celle-ci renferme l'âme du défunt. C'est un acte très grave. Bon, en réalité, l'édit n'est presque pas appliqué. Mais ça n'empêche pas Hideyoshi d'intégrer Nagasaki à son propre domaine en 1588, pour mieux contrôler les flux commerciaux avec l'Europe, et pouvoir surveiller plus simplement l'église. Si une partie des missionnaires sont donc exclus à ce moment, d'autres sont malgré tout toujours autorisés à prêcher, à condition de se faire discret et de ne pas exhiber leur occidentalisme. Valignano, par exemple, conserve un droit de libre circulation en sa qualité d'ambassadeur. La persécution est modérée, et les jésuites restent influents. Hideyoshi accepte d'ailleurs l'arrivée sur le sol nippon de franciscains espagnols, qui ont le droit de fonder une église à Kyoto, notamment parce que le dictateur veut mettre en concurrence les Portugais de Macao avec les Espagnols de Manille, pour obtenir de la soie au meilleur prix. Mais depuis 1592, le Japon est en guerre avec la Corée, et ça se passe mal. Les caisses sont vides, alors les conseillers d'Hideyoshi lui recommandent de saisir les biens du galion espagnol San Felipe, qui vient de s'échouer sur les côtes nippones. S'ensuit, en 1597, l'arrestation et la mise à mort des 26 franciscains présents sur l'archipel. Ils deviennent les 26 martyrs de Nagasaki, et reçoivent tous le titre de bienheureux de l'église catholique 30 ans plus tard. Hideyoshi décrète aussi, en mars 1597, l'expulsion de tous les missionnaires présents au Japon. フランシスコ会に関係のある信者たちが次々に捕らえられました。元僧侶あり、医者あり、職人あり、教会の料理人あり、侍あり、皆それぞれに立派に生きた人たちでした。Mais le règne du dictateur arrive à son terme. Il meurt l'année suivante, et après une guerre civile, c'est Tokugawa Ieyasu qui s'empare du pouvoir et se fait nommer shogun en 1603. Il calme les persécutions envers les chrétiens. Dès le départ, il accueille néerlandais et anglais qui peuvent s'installer dans le port d'Hirado, et espagnols qui peuvent s'installer avec des franciscains dans le port d'Uraga. Le shogun espère que sa tolérance envers les Européens et leurs prédicateurs pourrait lui permettre d'obtenir une flotte puissante, mais ses espoirs sont rapidement balayés. Les Espagnols se mettent d'ailleurs à acheter des terres au Japon, terres dont les richesses partent pour l'Europe. Aussi, la rivalité entre Portugais, Espagnols et Néerlandais exaspère Ieyasu, tandis que l'enrichissement des établissements chrétiens du pays commence à attiser sa convoitise. On voit également éclater des escarmouches. En 1608 par exemple, 60 marins japonais sont tués à Macao sur ordre du gouverneur de la ville. Et en 1610, le navire portugais Madre de Deus est coulé près de Nagasaki par représailles. Tout ça perturbe le commerce avec les catholiques. Toutefois, rien ne freine l'expansion du christianisme. Vers 1614, il y a près de 370 000 croyants sur l'archipel. Ça commence à faire beaucoup. Le shogunat, sous l'influence d'un puissant parti bouddhiste, produit un édit d'interdit pur et simple du catholicisme en 1614. Les croyants doivent apostasier leur foi, tandis que les églises sont détruites et que les missionnaires sont une nouvelle fois expulsés. Les récalcitrants sont condamnés aux travaux forcés ou à la mort, tandis que les daimyo convertis sont dispersés aux quatre coins du pays. Les catholiques doivent vivre cachés, bien que de nombreux seigneurs ferment en réalité les yeux sur ceux qui continuent de pratiquer leur foi, pourvu qu'ils fassent preuve de retenue. Ce qui compte, c'est que la paix sociale soit maintenue, et le catholicisme commençait à menacer celle-ci. Nagasaki, siège de l'église au Japon, résiste plus longtemps que les autres endroits aux mesures du shogunat, grâce à sa très forte population chrétienne. En 1616, un nouveau décret est promulgué suite à la découverte de missionnaires cachés. S'ensuit, pendant 6 ans, des persécutions de plus en plus violentes, jusqu'à aboutir au grand martyr de Nagasaki en 1622. Le 10 septembre, 52 chrétiens japonais et étrangers sont massacrés. Près de la moitié d'entre eux sont brûlés vifs. Les autres sont décapités. Avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau shogun en 1623, Tokugawa Iemitsu, les persécutions redoublent d'intensité. On met au point de nouvelles méthodes de torture pour forcer l'apostasie, et c'est près de 1200 croyants qui sont exécutés. Quelques années plus tard, on met en place le fumi, une méthode de traque qui consiste à demander aux suspects de piétiner des icônes chrétiennes pour prouver qu'ils ne sont pas croyants. Enfin, en 1637, éclate la révolte de Shimbara Amakusa. Tout d'abord fiscale, elle se double rapidement d'un sentiment religieux, puisque la grande majorité de ses participants sont chrétiens. Les troupes du shogun l'écrasent sans pitié, en massacrant, 3 jours durant, les près de 37 000 personnes réfugiées dans une forteresse.
Le général du shogun profite d'ailleurs du soutien de la marine néerlandaise, qui fait tirer ses canons sur les assiégés. Enfin, une police secrète est mise en place en 1640 pour traquer les derniers chrétiens. Elle exercera jusqu'en 1792. Le catholicisme japonais est écrasé dans le sang par le shogunat. La foi restera interdite jusqu'au 19e siècle, jusqu'à ce que le shogunat lui-même soit renversé lors de la restauration Meiji. 今こそ殉教者たちはこの世のあらゆる執着を断ち切り、燃えるような信仰に身を委ねて神に準ずる光栄を喜び迎えたのです。浦上、神の島、大村から多くの信者たちが共に祈るために集まってきました。聖パウロ御記はこの処刑に携わったすべての人を許します。少しも恨みに思いませぬ。どうかこの国のすべての人たちが一日も早くキリシタンになりますようにと絶叫しました。槍を持て！« 1603. Tokugawa Ieyasu se fait nommer shogun du Japon. Après de nombreux conflits, il tient enfin le pays entre ses mains. Peu de temps plus tard, il fait du village d'Edo, où se trouvait son quartier général, la nouvelle capitale de son régime. Elle deviendra l'actuelle Tokyo. Le Japon s'est trouvé un nouveau chef, mais il n'en est pas moins épuisé. Épuisé par les trop nombreuses guerres entre grands seigneurs pour le pouvoir. Épuisé aussi par 2 tentatives d'invasion de la Corée, où sont morts, pour rien, plus de 100 000 guerriers japonais. C'est d'autant plus dangereux que, depuis quelques décennies maintenant, des étrangers sont bien implantés sur l'archipel, où ils font du commerce, cherchent à diffuser leur religion et influencer le monde politique. Portugais, Espagnols et Hollandais sont bien là, et la menace coloniale n'est jamais loin. Pourtant, près de 300 ans plus tard, le Japon sera capable de rivaliser avec les puissances occidentales, de devenir lui-même une puissance coloniale, et, pourquoi pas, de dominer toute l'Asie de l'Est. Avec la mise en place de ce nouveau et dernier shogunat, le Japon entre en 1603 dans une nouvelle ère, l'époque Edo. C'est une longue période de paix, ce qui fait qu'elle est, chez nous, surtout connue pour autre chose que ses shoguns, sa politique, etc. Ce qu'on en retient souvent, c'est l'isolationnisme. On entend constamment qu'à ce moment, le Japon coupe tous ses liens avec le reste du monde, qu'il met un terme au commerce, qu'il se referme sur lui-même. Quand vous tapez époque Edo sur Google, le premier lien qui sort, c'est une émission de Radio France dont l'intitulé résume la période par « période où le pays se referme, coupant tout commerce avec l'extérieur ». Tout ça, c'est terriblement faux. Le Japon ne connaît jamais l'isolationnisme. Il ne cherche jamais à s'isoler du monde. En fait, le problème à la base de tout ce quiproquo, c'est surtout les relations avec les Européens. On va y venir. Mais d'abord, mettons bien au clair que l'archipel entretient des relations tout à fait normales avec ses voisins. Dès la mise en place du shogunat, Ieyasu restaure les relations avec la Corée, malgré les guerres qui se sont déroulées quelques années auparavant. Les daimyo de Tsushima commercent avec le pays, et Edo reçoit en 2 siècles 11 ambassades coréennes. Au sud, Ieyasu soumet en 1609 le royaume voisin de Ryukyu et en fait un tributaire. Là encore, Edo recevra 18 ambassades de celui-ci en 2 siècles. Le Japon entretient aussi des relations commerciales avec la Chine et avec Taïwan. Il continue de s'étendre au nord en colonisant l'île d'Hokkaido, et le shogun Iemitsu envisage même une conquête des Philippines, alors contrôlée par les Espagnols. Le projet n'est avorté qu'à cause d'une violente révolte qui éclate en 1637. Révolte qui est matée avec l'aide des Hollandais. Parce qu'avec les Européens non plus, on ne coupe pas les relations. Enfin, ça dépend lesquels. Les premiers navires portugais, puis espagnols, sont évidemment arrivés avec, à leur bord, comme toujours, des missionnaires catholiques. Si bien que les conversions se sont multipliées au fil du temps. On compte, peut-être,
700 000 chrétiens sur l'archipel dans les années 1620. Au-delà de la promotion de leur foi, les Portugais et les Espagnols ont aussi la mauvaise manie de chercher à ingérer dans les affaires de tous les endroits où ils mettent les pieds. Or, lorsqu'ils entrent en contact avec les Hollandais et les Anglais, les Japonais apprennent le rôle qu'ont joué les missionnaires catholiques dans la chute des empires de l'Amérique précolombienne, et y voient la menace de révolte et de déstabilisation de la société que fait planer cette nouvelle religion. Alors, le shogunat réprime puis interdit le catholicisme, ainsi que certaines sectes bouddhistes, elles aussi considérées comme dangereuses, et expulse les Portugais en 1639. On ne se ferme pas au commerce avec l'Europe, on se protège seulement des ingérences étrangères. Dans ce sens, les intermédiaires protestants semblent être une bien meilleure option. C'est alors les Néerlandais qui deviennent les partenaires privilégiés des Japonais, bien que ces derniers ne se ferment pas à d'autres commerçants, par exemple anglais. En fait, tant que ceux-ci ne sont pas portugais ou espagnols. Les bons comptes font les bons amis. Les Hollandais installés à Nagasaki font des profits énormes en commerçant entre les pays asiatiques. Au Japon, ils achètent des métaux précieux et vendent de la soie, des médicaments et du sucre. Tout le monde y trouve son intérêt. Ces contacts permettent aussi aux Japonais de se tenir informés des découvertes scientifiques européennes, qu'on y appelle Rangaku, c'est-à-dire sciences hollandaises. Tandis que les gestionnaires de la compagnie néerlandaise des Indes orientales se rendent une fois tous les 4 ans à Edo, pour y tenir informé le shogun de l'évolution de la situation politique en Europe et dans le monde. Le Japon reste toujours à l'écoute du monde, et entretient toujours des relations commerciales avec ses voisins et avec l'Europe. Seulement, il s'en protège intelligemment. Ce qui a été pris sur le vieux continent pour de l'isolationnisme est en fait peut-être ce qui lui a permis d'éviter le sort de la Chine ou du Congo, par exemple. Mais limiter l'époque Edo à cette simple question de l'isolationnisme serait bête. Le pays évolue évidemment beaucoup pendant ces 3 siècles de paix. On devrait s'attarder un peu sur tout ça avant de continuer. L'époque Edo, probablement grâce à la longue paix qu'elle installe, permet une explosion de la population. Elle passe de 12 millions d'âmes en 1600 à plus de 26 millions en 1721. Elle s'accompagne d'un boom économique. Les surfaces cultivables augmentent de 30% et la productivité agricole de 50%. Les propriétaires terriens, eux, payent 50% d'impôts sur leurs récoltes. Ces impôts sont payés en riz, qui sert de monnaie pour la plupart des achats quotidiens. Les métaux précieux ne sont nécessaires qu'aux daimyo et aux shoguns, qui entreprennent de grands travaux. Malgré tout, le pays s'urbanise grandement. Au XVIIe siècle, Edo est la plus grande ville du monde, du haut de ses 1 100 000 habitants. Au XVIIIe siècle, c'est près de 12% de la population japonaise qui vit en ville. Le phénomène accompagne bien sûr le développement du commerce et la naissance de richissimes familles marchandes. Certaines d'entre elles sont très puissantes et indispensables au shogunat. Mais malgré tout, l'activité commerciale reste mal vue, comme dans la pensée grecque antique. Cette bourgeoisie ne peut pas accéder au monde politique et au statut qu'occupe l'aristocratie qui, elle, détient les domaines agricoles. C'est évidemment le shogun qui est au sommet de la société. Ces institutions administrent directement les provinces les plus riches de l'archipel, les mines, d'où on tire les métaux précieux, et les grandes villes commerciales, comme Nagasaki et Osaka. Avec le contrôle des mines, le shogun contrôle aussi la production monétaire. Des pièces de cuivre, d'argent et d'or sont produites, et servent surtout pour le commerce. Les territoires qui ne dépendent pas directement du shogun sont entre les mains de daimyo, de grands seigneurs. Plus ceux-ci sont proches d'Edo, plus ça signifie que les premiers shoguns leur faisaient confiance. Enfin, l'administration locale est souvent gérée par les samouraïs, caste guerrière qui n'a plus vraiment de raison d'être dans une telle période de paix. Le système a quand même quelques problèmes. Les mauvaises récoltes et les catastrophes naturelles trop fréquentes au Japon font stagner les ressources fiscales des daimyo, alors même qu'ils doivent investir pour réparer les dégâts causés par celles-ci. Ils doivent alors s'endetter massivement auprès de la classe marchande, et, par austérité, baisser la solde qui est versée aux samouraïs. L'aristocratie s'affaiblit alors que la bourgeoisie s'enrichit. Un bon exemple de tout ça est l'éruption du volcan Asama en 1783. Elle assombrit le ciel, pollue les sols, provoque de fortes pluies et fait baisser la température. Les mauvaises récoltes s'enchaînent pendant 4 ans et provoquent de graves famines qui provoquent elles-mêmes des révoltes. En quelques années, la population chute de 26 à 23 millions. Au XVIIIe siècle, la bourgeoisie marchande commence à investir dans des manufactures pour produire de la soie, du coton, du papier et toute une foule de biens commerciaux demandés en ville, tandis que dans les villages, on organise cette production l'hiver à plus petite échelle.
le Japon commence à s'industrialiser, près de 200 ans après les grandes puissances marchandes européennes. Malgré tout, le commerce avec l'extérieur est toujours, depuis l'arrivée au pouvoir de Ieyasu, un monopole du shogun. Le protectionnisme reste la norme. Il n'y a qu'un seul port accessible pour les marchands hollandais et chinois, et on trouve peu d'intérêt à l'ouverture de celui-ci à d'autres partenaires. Il y a des contacts avec les Russes, mais les marchandises proposées ne convainquent pas le shogunat, tandis que les Anglais trouvent le commerce avec le Japon trop peu rentable. Au fil du temps, le pays se rend compte de sa propre faiblesse. Ses côtes sont de plus en plus régulièrement longées par des navires européens, qui peuvent désormais s'appuyer sur la vapeur pour y accéder bien plus facilement. Et on apprend le sort de la Chine, ouverte de force au commerce suite aux guerres de opium. Pour éviter que cela ne lui arrive, le shogun entreprend de grands travaux pour fortifier ses côtes, et fait le choix de repousser tous les navires étrangers qui s'approchent trop près du pays, en dehors de ceux autorisés à commercer à Nagasaki. C'est embêtant pour les Européens qui, au-delà du potentiel commercial, se privent là d'une escale pratique sur les routes maritimes asiatiques. Les Anglais envisagent dans les années 1840 à impressionner militairement les Japonais pour les forcer à ouvrir leurs côtes. C'est ce qu'on appelle la diplomatie à la canonnière. Mais le projet n'aboutit pas. Finalement, ce sont d'autres anglo-saxons qui vont s'en charger. « 1853. L'amiral états-unien Matthew Perry entre dans la baie d'Edo, à la tête de 4 navires de guerre. Il transmet ses revendications au shogun et fait tirer à blanc ses canons. Lorsqu'il revient l'année suivante, avec le double de navires, les Japonais sont prêts à céder, d'autant que leurs homologues américains leur promettent qu'un traité leur éviterait le sort qu'a connu la Chine avec la guerre de l'opium. Le traité, signé en 1858, ouvre 6 ports au commerce, autorise les États-Unis à y habiter, fixe des tarifs douaniers relativement bas et permet aux Japonais d'acheter des armements américains, dont des navires de guerre. Britanniques et Français signent ensuite à leur tour des traités similaires, ainsi que le reste des puissances occidentales. Pendant une dizaine d'années, le pays garde une balance commerciale correcte avec ses nouveaux partenaires. On importe de l'armement, des machines-outils ou des matières premières, tandis qu'on exporte de la soie, du thé ou de la nourriture. Mais dès 1866, les Japonais connaissent un déficit dans leur balance commerciale vis-à-vis des Occidentaux. La situation ne s'inversera pas avant 1930. Quoi qu'il en soit, les traités sont mal perçus, puisqu'ils retirent sa souveraineté douanière et juridique au Japon. Juridique parce que les ressortissants occidentaux sont jugés par les tribunaux de leur propre pays lorsqu'ils commettent des infractions sur le sol nippon. Ça s'explique par le fait que les Occidentaux ne voient pas les Japonais comme civilisés, et ça encourage la xénophobie de la population japonaise. Mais, au moins, le pays s'évite les guerres dont la Chine a souffert, notamment parce qu'il représente moins d'intérêt pour les Européens. Le shogunat voit ce qu'il a à gagner avec tout ça. Il se montre assez enclin à l'ouverture, mais c'est très mal reçu par la population et une partie des daimyo. Les mécontents se tournent alors vers l'autre forme de pouvoir au Japon, l'empereur et sa cour, à Kyoto. Cette cour, qui n'a pas de pouvoir réel sous le shogunat, un peu comme la monarchie britannique, retrouve à ce moment une influence politique. Un véritable courant de pensée xénophobe se diffuse, notamment chez les samouraïs du domaine de Mito, qu'on peut abréger par leur devise « Révérer l'empereur, repousser les barbares ». Ils deviennent de véritables terroristes politiques, revendiquant une transformation en profondeur du shogunat, et n'hésitent pas à aller jusqu'à provoquer des attentats et assassiner des ministres. Mais les daimyo les plus farouchement xénophobes, ceux de Satsuma et Shoshu, se rendent vite compte de l'intérêt du commerce avec les occidentaux et du gap technologique qui les sépare. Ils finissent par importer des armes européennes et se concentrent sur la lutte contre le shogunat plutôt que celle contre les étrangers. Le shogun mène de grandes réformes, notamment militaires pour se calquer sur le modèle européen, et profite en ce sens de l'aide de la France. Au contraire, les daimyo récalcitrants reçoivent le soutien de la Grande-Bretagne, avec laquelle ils commercent et se fournissent en armes. Ceux-ci, surtout ceux des domaines de Satsuma, Tosa et Shoshu, finissent par s'allier et réclamer l'abdication du shogun, tout en lui proposant de participer au gouvernement mis en place pour lui succéder, avant de revenir sur ce dernier point en décidant qu'il faut se débarrasser de tout ce qui constitue le shogunat. Le 3 janvier 1868, à Kyoto, occupé par la coalition anti-shogunat, est proclamée la restauration du régime impérial et la destruction du shogunat. C'est un véritable coup d'état. Le pays sombre alors dans la guerre civile.
Le shogun, Tokugawa Yoshinobu, est vaincu moins d'un mois plus tard à la bataille de Toba-Fushimi. L'armée impériale s'empare d'Edo dès avril, et les derniers ennemis de l'empereur sont écrasés à la bataille d'Akodate, sur l'île d'Hokkaido, où ils avaient fondé une république indépendante avec le soutien de la France. Cette restauration du pouvoir impérial s'accompagne de grandes réformes révolutionnaires, avec lesquelles le Japon va se moderniser à vitesse grand V, jusqu'à pouvoir rivaliser avec les puissances occidentales. Le nouveau régime est, au départ, assez fragile. Il marche sur des œufs. Malgré tout, ça ne l'empêche pas de mener les réformes nécessaires avec, en premier lieu, l'abolition des classes héréditaires. Tous ceux qui n'appartiennent pas à la noblesse deviennent des gens du commun. Ils reçoivent un nom, privilège auparavant réservé aux samouraïs, ont désormais le droit de changer de métier, de se marier avec des gens issus d'autres classes, et d'acheter des terres. Celle-ci a un objectif très simple, permettre la centralisation du pays et la modernisation de l'armée. On abroge les fiefs. Les daimyo doivent céder ceux-ci au nouvel état qui les transforme en départements, en échange de quoi les anciens seigneurs touchent une rente annuelle, tandis que l'état prend à sa charge leurs anciennes dettes et le salaire de leurs samouraïs. Les différentes armées locales sont supprimées, et l'empereur en crée une au service de l'état. C'est une armée de conscription, comme en Europe, avec un service militaire obligatoire. Elle est bientôt calquée sur le modèle prussien, et des officiers allemands se rendent sur l'archipel pour y prodiguer leurs enseignements. Cette armée rend complètement inutiles les samouraïs, d'autant que leur salaire coûte cher à l'État. Dès 1873, on leur interdit le port du sabre, réservé aux fonctionnaires, soldats et policiers de l'État, et on ponctionne un impôt sur leur solde. Dans le sud-ouest du pays, ils tentent de se révolter face à ce déclassement social, mais la nouvelle armée du régime n'a pas de mal à les balayer. Du côté de la marine, c'est le modèle britannique qui est imité. On nomme un instructeur anglais à la tête de l'académie navale impériale dès 1873, on envoie les futurs officiers étudier en Grande-Bretagne, et on passe des commandes de navires au chantier naval anglais. Le nouveau régime s'attire largement le soutien des Occidentaux. Il envoie d'ailleurs la moitié du gouvernement en voyage en Europe et en Amérique pendant 2 ans, en 1871. Voyage qui influencera les réformes futures. Avec l'accord de ces puissances étrangères, l'empereur envoie une expédition militaire à Taïwan en 1874, force la Corée à s'ouvrir au commerce en 1876 et annexe le royaume de Ryukyu en 1879. Pour le modèle politique, c'est aussi l'Occident qui est pris comme exemple. En 1889, l'empereur promulgue une constitution. Elle a été travaillée pendant des années avec l'aide d'experts allemands en droit constitutionnel. L'empereur garde une place très importante à la tête de l'État et de l'armée. Il est secondé par un parlement composé de 2 chambres, une dont les membres sont héréditaires et une dont ils sont élus via un suffrage censitaire. À ce moment, c'est à peine 1% de la population qui peut voter. Enfin, il reste à réformer l'économie. L'industrialisation est un passage obligé pour faire jeu égal avec l'Occident. Les commerçants et hommes d'affaires japonais n'ont pas le capital suffisant pour adopter les techniques européennes. Alors, c'est l'État qui réalise les premiers investissements. Il paye le salaire d'experts étrangers, finance la formation d'étudiants japonais en Europe, planifie l'acquisition de nouvelles technologies, construit des lignes de chemin de fer et crée des entreprises. Les premières d'entre elles, chantiers navals, mines de charbon et usines textiles, calquées sur le modèle européen, sont privatisées dès les années 1880. L'industrie textile est un bon exemple de la réussite de cette industrialisation. Le nombre de machines à tisser au Japon passe de 77 000 en 1887 à 970 000 en 1891. Le Japon entre pour de bon dans la cour des grands, et il entend bien le faire savoir en Asie, d'autant qu'il faut impressionner les Occidentaux pour pouvoir renégocier les traités inégaux qui avaient été imposés au shogunat 30 ans plus tôt. Ça commence par une guerre contre la Chine. Profitant d'une mésentente au sujet de la Corée, où les 2 pays ont une forte influence, l'empereur mobilise 250 000 hommes qui écrasent sans mal l'armée chinoise. La débâcle est aussi totale contre une marine japonaise modernisée. La Chine signe la paix après moins d'1 an de conflit. Elle doit reconnaître l'indépendance de la Corée, verser des indemnités de guerre et céder plusieurs îles, Taïwan et la péninsule de Liaodong. Toutefois, Français, Russes et Allemands mettent un veto sur cette dernière condition. Le Japon ne récupérera pas la péninsule. Conscient qu'il ne peut toujours pas ignorer les grandes puissances européennes, le Japon investit toutes les indemnités reçues de la Chine dans un vaste programme d'armement. Aussi, le pays se rapproche de la Grande-Bretagne,
la seule puissance qui n'a pas cherché à entraver son expansion en Chine. En 1902, on signe un traité d'alliance. Les deux parties s'engagent à rester neutres si l'autre entre en guerre en Asie et à s'entraider militairement si l'un des deux se fait attaquer par deux puissances ou plus. Pour la première fois, le Japon se place comme un égal d'une puissance occidentale, et il va vite prouver que ce n'est pas sans raison. Dès 1896, les Russes sont autorisés à occuper la péninsule du Liaodong, que le Japon avait été forcé d'abandonner sous la pression des Européens. La région est particulièrement importante pour les deux pays. Sa position est très stratégique et elle est économiquement intéressante par ses richesses agricoles et minières. Les intérêts russes et japonais se heurtent en Mandchourie. Les Japonais proposent de reconnaître les droits de la Russie sur les voies ferrées de Mandchourie en échange d'une reconnaissance de ses propres intérêts en Corée. Refus des Russes. Les esprits s'échauffent. Le Japon lance un ultimatum en 1904, mais la Russie refuse d'évacuer la Mandchourie. Dès le 6 février, on rompt les relations diplomatiques avec le tsar, et la guerre est déclarée le 10. Rapidement, les Japonais attaquent Port Arthur, où la flotte russe est stationnée. Celle-ci est détruite, et la ville tombe après un long siège. L'armée russe est repoussée plus au nord. En 1905, les Japonais s'emparent de Mukden, et, pire, réduisent à néant la flotte russe de la Baltique, envoyée en renfort. Celle-ci a dû faire un long détour pour arriver sur place, puisque son passage par le canal de Suez lui a été interdit par la Grande-Bretagne. Le Japon n'en est pas moins épuisé. Plus de 60 000 hommes sont morts, et la guerre fait mal à l'économie. Avec le traité de Portsmouth, la Russie cède le sud de l'île de Sakhalin, la péninsule du Liaodong, le contrôle du chemin de fer du sud de la Mandchourie, et reconnaît les droits du Japon sur la Corée. Le Japon est désormais la première puissance d'Asie, mais il doit trouver des compromis avec les Européens, le temps de se relever de la guerre. On réaffirme l'alliance avec la Grande-Bretagne, obtient un important crédit de la part de la France, et signe une entente avec la Russie. En échange de la sécurité de leurs intérêts en Asie, les Occidentaux acceptent la mainmise japonaise sur la Corée. Ainsi, le Japon annexe la Corée en 1910, où il était déjà présent avant même la guerre contre la Chine. La Première Guerre mondiale donne aussi au Japon l'occasion d'étendre ses intérêts. Dès 1914, il exige le retrait des troupes allemandes d'Asie orientale et occupe ses comptoirs en Chine et ses îles dans le Pacifique. En 1915, il force la Chine à lui reconnaître ses droits sur les territoires qui étaient sous contrôle allemand avant la guerre, le droit de construire des chemins de fer et la reconnaissance de son occupation de la Mandchourie. Après la révolution russe, le Japon envoie des troupes en Sibérie, qui marchent jusqu'à Irkoutsk, et occupe la moitié nord de l'île de Sakhalin. Mais l'opération n'aboutit à rien, et on abandonne l'occupation de l'île en 1925. Le statut de grande puissance du Japon est confirmé. Il siège en vainqueur à la conférence de paix de Versailles, et est promu 4e membre du Conseil de la nouvelle Société des Nations. En parallèle, le pays connaît un boom économique. Il profite de l'absence des alliés, trop occupés en Europe, pour accroître ses exportations. Son industrie et son secteur tertiaire explosent aussi, tandis que la part de son secteur agricole décroît. La crise de 29 vient mettre un coup dans cette croissance. Beaucoup d'entreprises doivent fermer leurs portes, et les prix augmentent. La pauvreté s'accroît, et le socialisme commence à toucher autant les ouvriers que les paysans. Alors que la crise fait rage, l'armée du Shandong envahit la Mandchourie en 1931, sans l'aval du gouvernement de Tokyo. Elle estime qu'elle ne doit des comptes qu'à l'empereur. Elle prend rapidement le contrôle du territoire, où elle établit un état fantoche, le Manchukuo. La Société des Nations condamne cette invasion, ce qui encourage le Japon à quitter celle-ci en 1933. Au Japon, le mécontentement et les attentats se multiplient de la part de groupes nationalistes ou de factions radicales de l'armée qui souhaitent la fin du régime parlementaire et la mise en place d'un régime militaire. L'armée mène une intense propagande contre les partis politiques et les bureaucrates. La population rejette de plus en plus le parlementarisme. Mais le régime tient, difficilement, jusqu'en 1937, date à laquelle la politique extérieure va finalement mener à l'abandon du parlementarisme. C'est la guerre contre la Chine. Depuis 1927, la guerre civile fait rage en Chine, entre le régime nationaliste du Kuomintang et le Parti communiste. Occupée par tout ça, et de toute façon trop mal en point pour résister, l'armée chinoise ne réagit pas à l'invasion de la Mandchourie.
Sans reconnaître officiellement le Manchukuo, les Chinois acceptent le statu quo. Les Japonais, bien conscients de la faiblesse de leurs voisins, n'attendent pas bien longtemps avant de pousser plus loin leurs revendications. Dès 1935, les troupes japonaises font irruption au nord de la Chine et annexent la province d'Hebei. Nationalistes et communistes chinois leur opposent alors un front commun. Enfin, en 1937, l'armée du Shandong profite d'une escarmouche pour s'emparer de Pékin. C'est le point de départ de la guerre. Rapidement, on s'empare aussi de Tianjin et de Kaglan. Les troupes s'étendent en suivant les voies ferrées, jusqu'à s'emparer de la capitale, Nankin, quelques mois plus tard. Fin 1938, c'est tous les territoires à l'est de Pékin et Canton qui sont occupés par les Japonais. La population refuse cette occupation. Le Kuomintang, lui, résiste, d'abord avec le soutien de l'Allemagne nazie, puis avec celui de l'URSS, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Les Japonais se livrent à des exactions terribles. La prise de Nankin s'accompagne du massacre de 40 000 à 300 000 civils. Mais le conflit s'enlise, contrairement aux prévisions de l'état-major japonais. En 1941, États-Uniens et Britanniques décrètent un embargo général sur le Japon. Washington exige le retour à la situation d'avant-guerre, dont l'abandon de la Mandchourie. Le Japon refuse, évidemment. Et comme on sait que la guerre est proche, Tokyo décide de mener une attaque surprise pour affaiblir les forces américaines. Le 26 novembre, la marine japonaise mène un raid sur la base de Pearl Harbor et y détruit une partie de la flotte du Pacifique. Il a maintenant les mains libres pour s'emparer des colonies européennes d'Asie du Sud-Est, sans craindre d'intervention américaine. Les Philippines sont rapidement occupées, l'Indochine et la Birmanie doivent être prises pour couper les ravitaillements aux troupes chinoises, tandis que les Indes orientales néerlandaises abritent des ressources nécessaires à l'effort de guerre, du pétrole et du caoutchouc. Les territoires occupés sont pillés et surexploités. Les populations locales sont très hostiles à l'occupation japonaise. L'Empire n'en est pas moins à son zénith. Il mesure plus de 7 millions de kilomètres carrés. Mais la situation ne dure pas. L'industrie militaire manque de matières premières et de personnel, alors que la plupart des jeunes sont au front. Début juin 1942, la flotte américaine coule une bonne partie des porte-avions japonais à la bataille de Midway. 2 mois plus tard, ils s'emparent de Guadalcanal, d'où ils peuvent déployer leur aviation. Les Américains prennent l'initiative. Après la capitulation de l'Italie, en septembre 1943, les Alliés renforcent leurs troupes dans le Pacifique. Le Japon perd peu à peu toutes ses conquêtes. Dès 1944, l'aviation états-unienne intensifie ses bombardements massifs sur l'archipel nippon. En juillet 1945, le Japon n'a déjà plus les moyens de lutter. Toute la population, ou presque, est mobilisée, les matières premières n'arrivent plus, et la défense antiaérienne est inexistante. Pourtant, il ne répond pas à la déclaration de Potsdam avec laquelle les Alliés exigent sa reddition, notamment parce que celle-ci induit l'abdication de l'empereur. Celui-ci est une divinité aux yeux de la population, et le Japon a toujours eu un empereur depuis 1500 ans. Il est hors de question de s'en passer. Quoi qu'il en soit, le Japon est au bord du gouffre, incapable de lutter et terriblement isolé. La reddition ne devrait pas se faire attendre, d'autant qu'on sait que l'URSS s'apprête à envahir les territoires qui lui restent sur le continent. Pourtant,